d'activité physique et d'obésité, puisque donc, bien sûr, au sein du Sympho, on parle toujours d'obésité et que moi, je suis spécialiste de l'activité physique. Alors, on a tendance à penser que l'activité... Oui, non, c'est bon. On a tendance à penser que, enfin, et à dire souvent que l'activité physique, c'est bon pour tout, que ça marche dans toutes les pathologies et que, quel que soit le problème de santé dont on peut souffrir, de toute façon, faire de l'activité physique est toujours utile et est toujours efficace. Alors, c'est presque vrai. Il se trouve que dans l'obésité, par exemple, vous voyez, ça, c'est un tableau qui reprend les effets de l'activité physique chez les patients en surpoids ou en obésité. Donc, c'est un référentiel de la HAS sur la prescription d'activité physique chez ces patients. Et donc, en faisant la synthèse des différentes études, on s'aperçoit que, effectivement, le niveau de preuve est très fort pour dire que l'activité physique permet, en prévention primaire, de prévenir la prise de poids excessive. Que le niveau de preuve est également très fort pour maintenir la perte de poids chez les patients en situation d'obésité ou de surpoids, que le niveau de preuve est également très fort pour le maintien de la santé chez les sujets obèses, c'est-à-dire que évidemment les sujets obèses peuvent avoir d'autres problèmes de santé et que l'activité physique est très efficace pour prévenir ces problèmes-là, les comorbidités tant en prévention primaire que secondaire ou tertiaire. Mais en revanche, vous voyez que le niveau de preuve n'est pas tellement fort, même insuffisant pour la perte de poids chez les sujets obèses ou en surpoids, que ce soit associé à un régime ou pas. Donc évidemment, le régime, lui, est efficace, mais finalement, faire de l'activité physique n'aide pas tellement à perdre du poids, en revanche. Donc ça permet de maintenir la perte de poids une fois qu'elle est acquise. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'il faut pas... On a tendance à, quand on met en avant l'activité physique chez les patients en surpoids ou obèses, on a tendance à vouloir leur dire que ça va les aider à perdre du poids. Et en fait, bah, faut pas mentir aux patients, faut pas leur faire croire que ça va suffire à perdre du poids. Que bien sûr, s'ils font un régime, ils vont perdre du poids, mais qu'en réalité, c'est le régime principalement qui va leur faire perdre du poids et que les effets de l'activité physique sur cette perte de poids ne sont pas vraiment démontrés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur dire de faire de l'activité physique, évidemment. D'une part, parce qu'une fois qu'ils auront perdu du poids, ça va les aider à se maintenir. Et puis d'autre part, c'est ce qui est écrit sur la dernière ligne là, ça permet de maintenir la santé chez les sujets obèses, c'est-à-dire que ça a des effets bénéfiques sur pratiquement toutes les autres comorbidités, parce que il y a quelques minutes, je vous disais, on a tendance à dire que l'activité physique, c'est bon pour toutes les pathologies. Bah, c'est vrai, hein, presque, hein, ça marche sur à peu près tout. Et donc, que ce soit les comorbidités cardiovasculaires ou autres comorbidités métaboliques, les autres pathologies respiratoires, articulaires, les cancers, en prévention des cancers, etc. Et puis, ça améliore la qualité de vie chez ces patients. Et là, ce qui est écrit tout en bas, c'est pas dans le référentiel de 2018 de la HAS, c'est moi qui l'ai ajouté, mais c'est vraiment bénéfique sur à peu près tout. Et donc, c'est pour ça que l'HAS et toutes les autres sociétés savantes recommandent de faire de l'activité physique, notamment chez les patients en surpoids ou en situation d'obésité. Alors, qu'est-ce qu'on recommande comme activité physique chez ces patients? Donc là, c'est toujours le même référentiel de 2018 de la HAS. Et vous voyez que c'est assez compliqué, je ne vais pas tout lire, hein, mais que en théorie, il faudrait conseiller aux patients obèses ou en surpoids d'augmenter leur activité physique dans la vie quotidienne. Vous voyez, il y a des exemples dans la colonne de droite, c'est-à-dire marcher plus, monter plus les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire le ménage, etc. Faire des activités d'endurance. Et vous voyez que c'est pas rien parce qu'ils disent de faire au moins 5 fois par semaine et si possible même tous les jours. Donc ça, les activités d'endurance, il y a des exemples, hein, la marche nordique, le vélo, la natation, etc. Mais aussi des activités de renforcement musculaire. Donc, ce n'est pas forcément de la musculation avec des gros appareils, avec des grosses charges, hein, mais ça peut être avec des petits poids ou avec des élastiques ou juste au poids de corps, parce que les sujets obèses ont un poids de corps évidemment qui est important. Donc, juste là, leur poids de corps peut être intéressant pour avoir des exercices efficaces pour se muscler. Donc, renforcement musculaire ou musculation, en fait, c'est exactement la même chose, hein, on joue sur les mots. Mais parfois, le terme musculation fait un peu peur. On imagine les sportifs bodybuildés à la salle, alors qu'en fait, la musculation, c'est juste le fait de travailler ses muscles. Et puis, pareil, donc ça, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et puis, des assouplissements 2 à 3 fois par semaine. Donc, des exercices d'étirement, principalement. Et donc, quand on voit tout ça, surtout quand on n'est pas un spécialiste de l'activité physique, on se dit deux choses. On se dit, la première chose, c'est que c'est énorme et que jamais personne ne peut réussir à faire tout ça dans une semaine, sauf si on est un sportif de haut niveau. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que d'abord, au sein d'une même séance, on peut faire les 3 types d'activités physiques. Donc en fait, en 3 fois par semaine, eh ben, on remplit déjà quasiment tous les objectifs.
Et puis, non seulement ça fait beaucoup, mais surtout, on est assez peu parmi les professionnels à prendre en charge les patients, à être capable de conseiller correctement les patients et leur dire précisément quoi faire pour leur santé. Et donc, d'ailleurs, si on regarde ce tableau, on se rend compte que pour prescrire de l'activité physique, il faut savoir quel type d'activité physique il faut conseiller aux patients, à quelle fréquence, combien de fois par semaine, à quelle intensité. Donc, c'est comme un médicament. C'est quel type de médicament, combien de fois je le prends par semaine, à quel dosage et pendant combien de temps. Et donc, c'est pour ça qu'on compare parfois l'activité physique à un médicament. Exercise medicine en anglais, ça veut dire l'exercice physique est un médicament et ça peut d'ailleurs avoir des effets sur la santé comme un médicament. Une chose que j'ai pas dite sur cette diapositive, c'est que bon, peut-être qu'ici, il y a des patients, excusez-moi, des auditeurs qui s'intéressent principalement à des patients en situation d'obésité, mais il y a peut-être aussi des gens qui s'intéressent à d'autres types de patients. Et parfois, on peut être inquiet sur est-ce que je vais être capable d'individualiser mes conseils en activité physique aux patients? Alors, c'est vrai qu'il faut individualiser les conseils à chaque patient en fonction de leurs capacités, de leurs envies, etc. Mais en fait, il n'y a quasiment pas d'individualisation en fonction de la pathologie. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ça, c'est les recommandations chez l'obèse. Mais si on prend les recommandations dans les pathologies respiratoires, dans les pathologies cardiaques, dans les pathologies articulaires, c'est quasiment toujours les mêmes. Et même d'ailleurs en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter d'être malade. Ça va. Donc ça, c'est un point qui est important. Il ne faut Je pas peux avoir écouter peur, un en peu mon fait, truc alors. de savoir exactement Ouais, ouais. ce qu'on doit prescrire aux patients, parce que les grands types d'activités, la fréquence et l'intensité, c'est presque pareil chez tous les types de patients, donc chez les patients obèses comme chez les autres. Ça, c'est un document, donc toujours de la HAS, mais qui est plus récent, que vous devez connaître, le guide du parcours de soins dans le surpoids et l'obésité pour l'adulte, donc là qui date de 2024. Et ils reprennent dans ce guide du parcours de soins l'importance de l'activité physique. Donc, vous voyez quelles sont les situations conduisant à solliciter un professionnel de l'activité physique adaptée. Eh ben, c'est dès qu'on ne sait pas vraiment donner des conseils adaptés aux patients pour faire de l'activité physique. Donc, lorsqu'on a des besoins d'évaluer de façon fine la pratique de l'activité physique et les comportements sédentaires du patient, évaluer ses capacités physiques, parce que pour donner des conseils adaptés, il faut savoir où en est le patient dans ses capacités. Et bien sûr, tous les patients n'en sont pas au même niveau. Le patient a des difficultés à débuter une activité physique, ça c'est très important. Les patients qui n'ont pas pratiqué, et c'est pas que pour les obèses, hein, mais les patients qui n'ont pas pratiqué depuis des années ou qui n'ont jamais pratiqué, ben, ne savent pas comment commencer. Ça c'est un truc, autant quand on dit à un patient de prendre un médicament, c'est assez facile. Ben, vous savez, vous êtes bien placé pour dire que quand il faut changer des comportements comme ce qu'on mange, c'est compliqué, mais quand c'est un comportement qui en plus nécessite des efforts physiques importants, c'est peut-être encore plus difficile. Donc, il faut vraiment leur apprendre à faire et leur montrer comment commencer. Et donc, si un médecin a prescrit une activité physique, eh ben, il faut être capable de lui dire comment mettre en œuvre tout ça. Et ici, vous voyez, ils disent bien qu'il y a différentes façons de le faire. Ça peut être dans des clubs sportifs, ça peut être dans des dispositifs sport santé, ça peut être avec ou non supervisé. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit là, mais il y a énormément de façons de faire de l'activité physique. Dans ce guide de prise en charge des patients obèses, il parle aussi de la chirurgie bariatrique, de l'importance de faire de l'activité physique en préparation de la chirurgie. Et il dit bien que ça permet d'améliorer la condition physique de la personne et de faciliter sa récupération après l'anesthésie et la chirurgie. Et puis comme il parle de l'important, excusez-moi, et donc, ils disent que c'est important, avant la chirurgie, d'accompagner la remise en mouvement de la personne, qui souvent n'a pas fait d'activité physique depuis des années, d'évaluer son niveau d'activité physique et ses capacités, voir où elle en est pour lui prescrire une activité adaptée, et puis l'aider à comprendre la nécessité de poursuivre après la chirurgie. Vous savez aussi que parfois, une fois que la chirurgie est passée, les patients ont l'impression que le plus important est passé, alors que finalement, le plus important est peut-être à venir, c'est faire perdurer les bons comportements et une bonne hygiène de vie, et donc que le patient comprenne qu'il faudra poursuivre l'activité physique après, et ça c'est important qu'il le comprenne dès le début. Et puis puisqu'il parle d'avant la chirurgie bariatrique, dans ce guide évidemment, il parle aussi d'après la chirurgie bariatrique, et vous voyez que ils disent bien que c'est important de suivre le patient. Ça, en termes d'activité physique, c'est vraiment comme pour tout, hein, finalement, le suivi, c'est très, très important. Et donc, ils disent qu'il faut faire en gros à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Je ne vais pas revenir sur tous les points. Mais évidemment, plus on s'éloigne de la chirurgie, donc au début, dans les premières semaines qui suivent la chirurgie, bah,
comme la chirurgie abdominale vient d'avoir lieu, ça va être simplement une remise en mouvement sans activité de musculation et même avec des activités d'endurance très modérées. Ça va être par exemple juste de la marche et puis après on réintroduit les différents types d'activités après la chirurgie. C'est ce qui est repris ici, je ne vais pas vous lire, mais vous voyez, dans les 4 premières semaines, puis dès que la cicatrisation de la paroi est atteinte, et puis ensuite comment est-ce qu'on suit pendant la première année et après la première année. Au total, dans ce guide de l'HAS, vous voyez que la place de l'enseignant en activité physique et son rôle dans le parcours de soins du patient tient 6 pages. Alors c'est vrai que le parcours doit faire, enfin que le guide doit faire 200 pages, donc vous me direz que 6 pages sur 200, c'est pas si énorme, mais quand même, il y a beaucoup de choses à faire dans l'individualisation de la prise en charge des patients obèses par l'activité physique. Donc, je vais vous dire que l'activité physique, il faut en parler avec tous les patients obèses, qu'ils soient pris en charge ou pas par la chirurgie bariatrique. Je viens de vous dire que il faut faire appel, quand on ne sait pas aider les patients à faire de l'activité physique, il faut essayer de faire appel à des spécialistes, des médecins spécialistes ou des enseignants en activité physique adaptée qui sont formés pour ça. Mais comment est-ce qu'on fait? Alors, il existe 2 dispositifs. L'un qui est un dispositif national et l'autre, c'est un dispositif régional. Le dispositif national qui existe depuis maintenant 5 ou 6 ans, c'est les maisons sport santé, donc qui sont agréées par le ministère en charge des sports et les ARS, et qui sont des endroits où, alors, toutes les maisons sport santé ne fonctionnent pas de la même façon. En tout cas, elles sont toutes capables d'orienter les patients vers les structures qui vont être capables de leur proposer de l'activité physique adaptée. Parfois, il y a en plus des médecins qui vont être capables de faire un bilan médical poussé et adapté à chaque type de patient. Parfois, ces maisons sport santé incluent des programmes d'activité physique, donc qui vont être capables d'initier la pratique d'activité physique chez les patients. Mais toutes ne font pas ça. En tout cas, elles sont toutes capables de comprendre les besoins de chaque patient et de les orienter vers des structures adaptées. Euh, L'autre niveau de labellisation, c'est ce qu'on appelle Prescriform, donc là qui est propre à l'Île-de-France, même si chaque région, en gros, a son propre label. Alors ça existait avant les maisons sport santé, peut-être que Prescriform un jour va disparaître maintenant que les maisons sport santé existent, parce qu'il y a certaines choses qui sont communes aux deux, mais Prescriform, en tout cas, ça recense sur le territoire toutes les associations capables de proposer des activités physiques ou des activités sportives adaptées à des patients qui ont des pathologies. Il y a aussi des centres ressources Prescriform qui ressemblent un peu à des maisons sport santé. D'ailleurs, en général, ils sont labellisés des deux côtés. Et donc, quand vous voulez faire appel à l'une de ces structures, vous pouvez aller sur leur site internet et vous retrouverez, par exemple, vous voyez, ici, c'est toutes les maisons sport santé. Donc, j'ai pris le territoire nord de Paris pour couvrir à peu près le territoire du Saint-Faux. Et vous voyez que le nombre de maisons sport santé, quand même, maintenant, il y en a plus de 500 en France. Et donc, il y en a sur quasiment tout le territoire. On peut trouver une maison sport santé pas trop loin de là où on exerce ou de là où habite le patient. Encore une fois, les maisons sport santé vont normalement toutes être capables de recevoir les patients et de les aiguiller vers la bonne structure qui pourra les prendre en charge sur l'activité sportive. Et puis sur le site Prescriform, c'est pareil. Alors, faut pas, les structures Prescriform ne sont pas que les gros points verts ou orange. En fait, tous les petits points de couleur là représentent des structures Prescriform. Donc certaines sont seulement des clubs, enfin sont des clubs sportifs qui sont capables de prendre des patients qui vont avoir, on va dire, des limitations légères. D'autres correspondent à des structures qui vont être capables de prendre des patients beaucoup plus handicapés dans leur vie quotidienne. Donc évidemment, elles ne sont pas toutes le même niveau. C'est pour ça qu'il y a des points de différentes couleurs. Mais en tout cas, sur le site, vous pouvez assez facilement retrouver toutes les structures, enfin pas toutes, mais toutes les structures labellisées, Prescriform, sur le territoire de l'Île-de-France, qui peuvent prendre en charge les patients par l'activité physique. Alors maintenant que je vous ai parlé des généralités sur les structures en Île-de-France, je vais vous parler plus précisément de la Bienne, mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire en sport santé pour prescrire une activité physique et initier une activité physique individualisée aux patients. Donc évidemment, je vous présente ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce qu'on fait dans mon service, le service de médecine de l'exercice et du sport de l'hôpital Jean Verdier, donc à Bondy. C'est un service de médecine du sport qui fait de la médecine du sport en général, mais qui a une activité donc dite sport santé, de prescription
d'activité physique. Moi, j'aime bien parler de reconditionnement physique parce qu'en fait, ce qu'on améliore, c'est la condition physique des patients et on initie la pratique d'activité physique. Donc, ce que la HAS définit vraiment comme un point essentiel dans la prise en charge des patients, leur montrer comment faire, comment débuter une activité physique en espérant qu'ils la poursuivent sur le long terme. Donc, les patients sont vus une première fois à l'hôpital, ce qu'on appelle le bilan M0. Puis bénéficie d'un reconditionnement physique d'une durée de 3 mois, au rythme de 3 séances par semaine. Et à la fin de ces 3 mois, on fait un bilan post-reconditionnement ou réentraînement. Et puis surtout, on fait un suivi. Donc un suivi 3 mois plus tard, c'est-à-dire à M6, pour voir si ils ont réussi à poursuivre l'activité physique en externe. Malheureusement, ils n'ont pas toujours réussi, même si ce serait l'objectif. Et puis, évaluer leur niveau de condition physique. Quand ils s'entraînent pendant 3 mois, ils s'améliorent tous à condition qu'ils viennent aux séances, évidemment. S'ils ne viennent pas, ils ne s'améliorent pas, hein. Mais s'ils viennent, ils s'améliorent. Et puis après, donc 3 mois plus tard, on voit si oui ou non, ils ont réussi à conserver les améliorations qu'ils avaient obtenues pendant 3 mois. Ensuite, on les revoit au bout d'un an, donc à M12. Et pour ceux qui le désirent, on peut même effectuer un bilan de façon annuelle. Souvent, les patients qui arrivent à poursuivre de façon régulière leur pratique sont contents de revenir faire un bilan et de discuter avec nous des effets de la pratique de l'activité physique et de voir s'ils sont toujours dans les clous par rapport aux recommandations, s'ils sont toujours contents de ce qu'ils font. Donc, au cours des bilans, qu'on appelle des HDJ, il y a vraiment un volet qui est diagnostic, s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et voir où en est leur condition physique. Donc, il y a une consultation avec un médecin du sport, on leur fait un électrocardiogramme de repos, des explorations respiratoires, une évaluation de la composition corporelle, et puis des tests de condition physique, un test de marche de 6 minutes pour l'endurance, une épreuve d'effort, c'est aussi pour l'endurance. Et puis, ils voient un enseignant en activité physique adaptée qui leur fait une évaluation de leur motivation, qui évalue leur force musculaire, l'équilibre, la coordination, la souplesse. Et au final, une fois qu'on a fait tout ce volet diagnostic, eh ben, on fait une prescription d'activité physique adaptée. Alors, pour certains qui ne vont pas intégrer notre programme, ça va être une prescription pour aller à l'extérieur, donc par exemple dans une structure prescriforme telle que je les ai citées auparavant. Ou alors, ils intègrent notre programme qui va donc durer 3 mois au rythme de 3 séances par semaine. Et donc, c'est une prescription individualisée en fonction, bien sûr, des résultats au test. Donc, tant pour les exercices de force musculaire que d'endurance, on va individualiser en fonction des résultats obtenus au cours des tests. Donc, les tests pour l'endurance, c'est un test sur vélo. Alors, pour les patients obèses, on a une sorte de vélo semi-couché adapté avec un baquet très confortable qui leur permet de pédaler sans problème. Un test de marche de 6 minutes qui consiste à faire des allers-retours entre deux plots écartés de 30 mètres. Ça, c'est pour l'épreuve d'effort. On évalue la force musculaire avec différents tests de force ou d'endurance de force. Le test de Boissy 30 secondes, c'est un test d'endurance de force. Pareil pour les membres supérieurs, avec des presses. Ça, c'est un test d'endurance de force des abdominaux, par exemple. Des tests d'équilibre, des tests de souplesse. Nous, la composition corporelle, on l'a fait par impédance-métrie, mais bien sûr, ça peut être fait avec n'importe quel autre type de matériel. Et puis, la plupart des patients obèses, de toute façon, ont déjà eu ce type d'évaluation avant. On évalue leur niveau d'activité physique de façon subjective par un questionnaire qui nous permet de voir s'ils ont un niveau d'activité élevé, moyen ou limité. Alors, s'ils ont déjà un niveau d'activité physique élevé, a priori, ils n'ont pas besoin qu'on les prenne en charge, hein. Donc, en général, ils sont plutôt à un niveau d'activité faible, voire moyen, de temps en temps. Et puis, donc, 3 fois par semaine, ils viennent pendant 3 mois dans le service. Et à chaque fois, il y a une partie de réentraînement d'endurance sur le vélo ou sur un tapis roulant à la marche. Et puis un programme d'entraînement en force musculaire, équilibre, coordination, là avec beaucoup d'exercices de groupe, ce qui fait qu'il y a aussi un effet, comment dire, des interactions sociales assez importantes au cours de ce réentraînement, qui est donc fait dans des grandes salles où les différents patients sont mélangés entre eux. Nous, on ne les prend pas par catégorie de pathologie. Donc, ça peut être des patients obèses, ou avec des insuffisants respiratoires, des diabétiques, etc. On mélange tout type de patients. Souvent, quand on parle de sport santé, il y a le problème du coût. Alors, je ne vous l'ai pas dit, effectivement, tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y avait plein de, d'associations, par exemple, qui permettent des activités au sein de Prescriform. C'est vrai que chacune a son modèle économique différent et chacune demande une participation financière de la part des patients qui peut être différente, de très modeste à beaucoup plus élevée.
Bon, nous, on a la chance d'être à l'hôpital, on est encadré par des médecins. Enfin, toutes les séances sont encadrées par des médecins. Et donc, en fait, peut avoir un coût pour le patient, ce sont les séances de reconditionnement physique, qui sont, si les patients sont pris en charge à 100% pour une pathologie autre que leur obésité, ben, en fait, tout est pris en charge par la sécurité sociale. En revanche, ils ne sont pas pris à 100%, il y a 30% qui restent à leur charge. La plupart des mutuelles, à chaque fois, prennent les 30% à leur charge, mais il faut que les patients aient des mutuelles. Et sinon, vous voyez, ça a quand même un coût de un peu plus de 300 euros pour les 3 mois. Alors, il y a des patients qui le payent, hein, mais c'est assez rare, hein. Il y a assez peu de patients qui finissent par payer par eux-mêmes. Bon, dans tous les cas, l'objectif principal, évidemment, c'est qu'ils poursuivent l'activité en externe. Pour les patients qui ont fait le parcours de 3 mois chez nous, la prise en charge de 3 mois dans le service, faire 3 mois d'activité physique, c'est bien, mais si on arrête à la fin, bah, finalement, l'intérêt est très, 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 très modeste, voire même nul. Donc, le but, c'est qu'ils poursuivent leur activité physique en externe. Et donc, on met le dernier mois de prise en charge, et ben, on parlait beaucoup avec les patients de ce qu'ils vont faire après. Et on essaye de déterminer avec eux les modalités de la poursuite pour que soit ils arrivent à poursuivre de façon autonome, sans aide, soit au sein d'une association, comme celle dont je vous ai parlé, listée par Prescriform, ou bien enfin, évidemment, les enseignants APA de notre service connaissent d'autres associations qui peuvent prendre en charge des patients pour du sport santé qui ne sont pas membres de Prescriform. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de réussir à déterminer avec les patients ce qui leur convient, ce qui leur fait plaisir, ce pourquoi ils sont motivés pour qu'ils arrivent à pratiquer 3 fois par semaine une activité physique ou plus une activité physique. Donc notre service est à la fois centre référence ressources Prescriform et maison sport santé pour revenir sur les deux labels dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Pour les patients obèses, c'est vrai que nous, on a du matériel adapté, tant, je vous l'ai dit, par exemple, pour évaluer les patients à l'exercice avec ce type de chaîne d'effort et un ergomètre très adapté, mais aussi quand on réentraîne les patients, où est-ce qu'il y a une photo, et bon, là, on voit pas bien, mais on a 2 ergocycles semi-couchés spécifiquement adaptés pour les obèses qui supportent de très gros poids et avec des assises très, très larges. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a du matériel vraiment très adapté pour eux. Et donc, on prend en charge les patients obèses sans chirurgie, ou bien dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Et là, c'est une particularité, c'est que normalement, le programme que l'on propose de 3 mois, on ne le propose qu'une seule fois aux patients, quelle que soit leur pathologie. Parce que, comme je vous l'ai dit, le but, c'est qu'ils pratiquent à domicile sans nous. Donc, si en gros, on les reprend une fois par an, bah, ils sont pas du tout motivés pour pratiquer à domicile parce qu'ils se disent qu'ils vont attendre, pardon, la prochaine prise en charge dans le service. Mais on fait des exceptions pour les patients qui ont une chirurgie, pas que de la chirurgie bariatrique, hein, on le fait aussi pour des chirurgies thoraciques, de cancer pulmonaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait une première prise en charge avant la chirurgie, bah, pour conditionner les patients avant la chirurgie et pour leur apprendre ce que c'est que l'activité physique. Et puis après, bah, c'est comme si on considérait que les patients après opération étaient une sorte d'autres patients. C'est plus les mêmes. Bon, en réalité, ce sont les mêmes, mais on les prend une deuxième fois en charge après l'opération pour qu'ils se mettent aussi, enfin, qu'ils poursuivent l'activité physique après la chirurgie. Bon, mais on les prend que 3 mois après la chirurgie et après, on ne les prendra plus, évidemment. Donc voilà ce que nous, on fait dans le service de Jean Verdier. Il y a ici nos coordonnées si jamais cela vous intéresse. J'ai fini avec le diaporama. Et bien sûr, si vous avez des questions,